Top. Oui, à la question que m'a posée Riyad sur la page 71, bon, je veux préciser finalement l'information qui est celle de Ambarek Filali, qui a expliqué que si les prisonniers avaient construit un tunnel, ils avaient bénéficié de la complicité d'un gardien, Jafar Sherif, originaire de la même région que Ben Boulaïd et qui était membre du MNA. Cette information m'a été donnée par Filali, avec qui je travaillais en 1955, et cette information également a été donnée au comité pour la libération de Ben Boulaïd, qui avait réuni un certain nombre de personnalités à Paris. Donc cette information, je pense qu'elle est très précise dans la mesure où Filali était le responsable politique et aussi militaire de l'ensemble de l'organisation du MNA. Que l'APS ait reproduit cette information, bon, c'est un fait qui appartient à l'APS. Moi, ce qui est important dans la question qui est posée, c'est de connaître la réalité de la source donnée par Filali. Je pense que c'est ce que j'ai donné dans la mesure où elle m'a été donnée directement, donc je suis un témoin encore vivant de cette information. Oui, dans la deuxième question, c'était s'il y avait eu une relation entre les Aurésiens, la Wilaya 1 et la Wilaya 2. Bon, Chiani Bachir, lui, après l'arrestation de Ben Boulaïd, était le responsable politique et militaire de l'IDARA, c'est-à-dire de l'état-major qui avait été mis en place par Ben Boulaïd quand il a créé l'armée de la Révolution, le Jeish al-Tahrir. Et à partir de janvier 1955, Chiani Bachir, qui avait réuni un congrès à Insmayer pour établir la stratégie de désengagement des Aurès par rapport à l'offensive militaire française qui se préparait, avait élargi la zone de combat au niveau des Nemencha et il avait pris le contact avec Zerut Youssef. Et dans la discussion, il a non seulement, Chiani Bachir a expliqué qu'il fallait préparer une manifestation générale pour faire un deuxième 1er novembre, mais cette fois-ci un 2e novembre réel, tel qu'il avait été préparé par Ben Boulaïd. Ben Boulaïd avait fait véritablement des opérations militaires. La seule force politique et militaire, seul foyer révolutionnaire qui existait en Algérie, c'était les Aurès. Donc la discussion qu'il y a eu, et dont je donne des sources dans mes travaux, avec Zerut Youssef, c'était de préparer un congrès qui a eu lieu d'ailleurs, une réunion préparatoire à l'opération qui était du 20 août 1955. Et la contrepartie, donc Chiani avait envoyé des soldats pour renforcer les troupes de Zerut. Et la contrepartie, c'était qu'il avait obtenu la place de Soukaras. Parce que c'était une manière aussi de s'approvisionner par les armes des Félagas qui étaient en Tunisie. Donc, Ben Boulaïd, Chiani Bachir et d'autre part Zerut Youssef étaient tout à fait en accord et ils ont préparé de la même façon que Ben Boulaïd avait préparé l'insurrection du 1er novembre dans les Aurès, ont préparé l'insurrection du 20 août 1955. C'est-à-dire qu'il y a eu un congrès dans lequel il y avait la population, des délégués de la population du PPA, puisque tout le monde était PPA, étaient organisés. Il y a eu d'un côté des opérations militaires à Philippeville et partout, c'était sur le modèle d'ailleurs de Ben Boulaïd, et il y a eu aussi des manifestations de paysans et les masses rurales, comme il y a eu en France,
quand il y a eu la Révolution française, il y a eu la nuit du 4 août, il y a eu aussi des manifestations un peu partout. Mais ce qu'il faut savoir, et ça, les dépêches, et on peut se procurer la documentation, c'est que les militants qui partaient au combat, ils le faisaient avec le drapeau du PPA, et ils le faisaient en chantant l'hymne national qui était Fidaou el Jezayir. Et en même temps, ils ont repris les traditions de coller au goudron les références au PPA. Donc, de ce point de vue, cette manifestation du 20 août, elle a été entièrement organisée et dirigée par le PPA. Voilà, donc j'ai expliqué ça dans plusieurs de mes travaux. D'accord. Pour la question qui suit concernant l'affaire de la question sur, Zamoum et la mort et l'assassinat de Zamoum et ses compagnons, et est-ce que ça a une relation avec Bounama? Oui. Bon, sur la question de quand De Gaulle a prononcé son discours sur l'autodétermination, il y a les chefs de la wilaya 4 qui ont pris contact avec les autorités françaises et ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec la proposition du général de Gaulle sur l'autodétermination du peuple algérien. Donc il y a un courrier qui est parti jusqu'à Paris et le général de Gaulle a accepté de recevoir des délégués, notamment sous la direction de Sissala. Donc ils ont été reçus à l'Élysée. Sissala a expliqué avec ses amis qu'eux, ils étaient pour l'autodétermination du peuple algérien, ça leur convenait parfaitement, à savoir que le peuple algérien décide de ses institutions, ce qui n'était pas le programme du FLN, puisque le FLN était seul interlocuteur, tandis que là, Sissala a expliqué l'autodétermination, c'est-à-dire des élections libres en Algérie. Et à la sortie de la réunion, il y a, quand Sissala a tendu la main, le général de Gaulle a dit non, pour le moment je ne vous serre pas la main, dans la mesure où nous sommes encore en guerre. Mais voilà, il l'a raccompagné jusqu'à la sortie, et ensuite, quand Sissala donc a été raccompagné par les autorités militaires françaises à leur hôtel, avec un passeport français, ils sont retournés en Algérie. Pendant ce temps-là, De Gaulle a convoqué Michelet, ce ministre de la Justice, et il a dit préviens tes amis de cette réunion que je viens d'avoir. Et donc Michelet a informé ses amis de Tunisie donc que finalement la réunion elle avait lieu. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu des délégués, il y a eu 2 membres de l'organisation de l'extérieur qui ont envoyé des personnages pour liquider tous ceux qui avaient participé à l'entrevue avec le général de Gaulle. Des éléments qui venaient d'où? De l'extérieur? De l'extérieur, sans rentrer avec... De l'extérieur, c'est-à-dire d'où? De Tunisie. De Tunisie, d'accord. Ils sont rentrés avec des facilités, d'ailleurs, des consignes qui avaient été données à l'armée française de les laisser passer. Donc ils sont arrivés et ils ont liquidé tous les témoins qui avaient participé à la réunion avec le général de Gaulle. Comment je connais ça pour la source? Donc les sources, c'est d'une part un livre qui a été publié sur l'affaire Sissala, on peut se procurer sur Amazon, il existe. Et deuxièmement, moi j'ai eu l'information personnelle par Claude Gérard, avec qui je travaillais. Et Claude Gérard était la directrice du CRDA, c'est-à-dire un centre de documentation dans lequel les messalistes, les syndicalistes algériens travaillaient. Donc je travaillais régulièrement avec Claude Gérard, un ancien commandant de la résistance, qui avait fait également un reportage sur les maquis du MNA en 1956, qui avait été arrêté d'ailleurs pour cette raison, et qui était en contact avec le général de Gaulle. Elle faisait partie aussi des services du général de Gaulle, qui était informé de toutes les positions finalement du MNA.
Donc, De Gaulle connaissait parfaitement la situation. Donc, c'est Claude Girard qui m'a expliqué un peu tout ça. Et quand le général de Gaulle va faire son voyage en Algérie en 1957, là c'est la même chose, il était informé de l'opération Mélonis et en même temps, il pensait que ce n'était pas la solution du FLN, donc c'était une situation qui l'intéressait, de la même façon que pour l'affaire Sissala, il avait cherché des négociateurs autres que Messali et autres que le FLN. Donc c'était ce type de travail qu'il faisait. Et à partir de là, il y a eu plus ou moins l'idée, même chez Messali, l'idée que il y avait la possibilité, peut-être, que le général de Gaulle intervienne dans le débat le débat ouvert sur une solution du problème algérien. Et c'est la raison pour laquelle Claude Girard a demandé qu'on travaille sur le Sahara. Et donc l'USTA, donc à l'époque, chez Claude Girard, a publié un numéro du Sahara avec une interview de Messali à l'intérieur. Donc il y a eu un début, disons, de rapprochement ou de liaison qui s'est fait à cette époque. Ça présente un certain intérêt, donc, dans la mesure où il y a eu, de la part du général de Gaulle, une réflexion en 1957, et dans lequel il n'excluait pas que la recherche de l'interlocuteur, après tout, ça pouvait être, disons, une table ronde, ou ça pouvait être la table ronde qui avait été défendue par Nehru et que Claude Girard défendait dans son journal, et pour échapper finalement à la fois à la pression américaine, notamment qui après l'agression de Suez voulait intervenir notamment avec Kennedy pour imposer une solution avec négociation avec le FLN, que aussi bien de la part de Moscou, de l'URSS, qui, par le biais du Parti communiste français, faisait pression pour que la guerre d'Algérie se termine par des négociations avec le FLN. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur cette question de l'affaire Sissala. Mais on a la documentation qui a été publiée qui est dans un ouvrage. Mais donc le lien de comment il s'appelle, la personne que j'ai citée en premier, il n'y a pas de lien avec Non, leur mort. non, je n'ai pas d'informations précises là-dessus, mais je sais que ce sont des délégués qui sont venus, qui sont rentrés De l'extérieur de Tunisie. avec des laissez-passer, Des laissez-passer français, quoi. des laissez-passer français. Et ils ont fait le procès de Sissala et ils ont liquidé tous les témoins de l'opération, de la liaison qu'il y a eu avec De Gaulle. Vous dites qu'ils ont fait le procès. Le procès a été fait où? En Tunisie ou où exactement? Alors bon, je l'ai pas dans la tête, mais c'est raconté dans les détails. Là, je ne l'ai pas directement, mais c'est précisé sur la manière dont, là, je vous donne en gros le principe sur la liquidation de tous les témoins de cette affaire Sissala, dans la mesure où c'était contradictoire avec la position du FLN, et ça correspond exactement à ce que De Gaulle va dire disait sur le discours sur l'autodétermination. Mais si on doit conclure ou comprendre, donc dans ce cas-là, c'est comme si De Gaulle a donné l'ordre indirectement. Oui, indirectement. D'accord. C'est-à-dire, entre-temps, il a changé d'avis. Ouais, Au départ, ouais. c'est-à-dire De Gaulle travaillait sur plusieurs scénarios. Et quand il y a un scénario qui ne collait pas, bon, il liquidait. Et donc à ce moment-là, il s'est rendu compte que les rapports avec l'armée n'étaient pas ce qu'il croyait, qu'il avait des difficultés avec l'armée, et que donc le principe d'autodétermination n'allait pas passer, puisqu'il y a eu quand même une révolte, la révolte des barricades de l'armée. Donc il a changé son fusil d'épaule et il a liquidé
l'affaire Sissala. D'accord. Maintenant, revenons sur l'affaire qui revient tout le temps et qu'on trouve sur les médias et sur les réseaux sociaux et même dans les journaux. C'est l'affaire de Belounis qui fait, qui a beaucoup d'encre qui est là. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations ou une petite mémoire sur l'affaire de Belounis? Oui, alors là, comme on est, je vais donner simplement d'abord le fait qu'il y a beaucoup de livres qui ont été publiés. Bon, il y a notamment 3 livres, le livre de Valette, de Shemseddin, qui lui est un messaliste qui a donné donc des sources. Il y a un autre livre aussi de Gaillard qui a été fait, donc on peut se procurer cette documentation. Celle de Valette est sérieuse parce qu'elle a travaillé, je travaillais avec lui d'ailleurs sur les archives de Schoen, les archives de la police, les archives de l'intérieur. Donc lui-même c'est un historien très, très introduit auprès des militaires, donc on a des sources précises. Maintenant, ce que j'en sais, moi, puisque j'étais à l'USTA et que je travaillais avec Filali, c'est un peu cette affaire Belounis. Elle se situe à un moment où on parle de la découverte du pétrole. C'est-à-dire, bon, Belounis était replié complètement sur le sud, dans la région de Djelfa, il avait sa capitale finalement à Dar el-Chiouk. Et là, dans la mesure où il avait la possibilité de contrôler la route du pétrole, donc il y a eu un accord qui est intervenu avec les autorités françaises. Avec Belounis. Avec Belounis. Un accord autour d'une table. Ils sont réunis et ils ont passé un accord qui est publié d'ailleurs. Normalement, si le pétrole a été découvert en 1957, donc c'est Oui, dans ces voilà. années-là. Donc c'est d'un côté, la politique française a toujours été de diviser, comme ils ont essayé de le faire en Indochine, et ils pensaient de la même façon qu'ils l'ont fait avec Cobus, qu'ils l'ont fait également avec Krim Belkacem, la fameuse histoire de l'oiseau bleu. Donc c'était une habitude d'essayer de diviser les forces en s'appuyant sur les uns pour écraser les autres, etc. La différence, c'est que Belounis, lui, il était quand même messaliste. Et il avait combattu le FLN militairement. Donc il s'était replié vers le sud. Vous dites qu'il s'est replié. Il est où exactement? La dernière bataille où il a été éliminé, c'était à Genzet. Et donc toutes les troupes à Mirouche, bon, ça durait 2 jours, la guerre. Amirouche était plus fort militairement, et donc lui s'est replié vers le sud. Il s'est replié dans la direction d'Elemencha, des Aurès, puis après du Sahara. Et là, il a constitué une base, avec Sierra Ouest d'ailleurs, et les réseaux messalistes qui avaient été organisés dans le Sahara, au sud, avec des petites relations avec l'Oranie, mais pas tellement, donc c'était quand même assez isolé. Et là, dans la mesure où il y avait la question du pétrole, et surtout dans la mesure où De Gaulle avait fait son voyage en Algérie, et qu'il avait manifesté l'intention de participer à une solution du problème algérien. Donc à partir de là, pour garder le pétrole. Et la base atomique de Amaguir, qui était déjà en application. Donc De Gaulle avait ces 2 objectifs. C'est la raison pour laquelle il cherchait des interlocuteurs autres que le FLN qui était raccroché finalement au Caire et qui était soutenu par les États-Unis et par l'URSS. Il voulait avoir des interlocuteurs plus souples. Donc il recherchait finalement à l'intérieur de l'Algérie des forces de l'ALN qui n'étaient pas soumises au FLN, qui n'étaient pas soumises à une puissance étrangère. Donc il avait trouvé avec Sissana, et la même chose, ça va se faire avec Belounis. Donc il y a une espèce de tolérance pour essayer de trouver un accord. Alors l'accord, il a été sur une base écrite, donc on a un document. C'est d'une part, le Belounis s'engageait à protéger la région qu'il avait sous son contrôle, de ne pas engager de lutte contre l'armée française. Et donc la région, c'était une région stratégique, puisque c'était la région du pétrole. Et en contrepartie,
il demandait à ne pas être finalement sous le contrôle de l'armée française, c'est-à-dire d'avoir une armée indépendante, qu'il appelle l'ANPA, c'est-à-dire l'armée nationale du peuple algérien, d'avoir finalement que l'armée lui fournisse du matériel, l'aide à réaliser son opération, son activité, et que d'autre part, que le drapeau algérien soit au-dessus de la caserne de Diyar el-Chouk. Donc, de ce point de vue, il y a eu des remous de la part des Européens, notamment qui disaient c'est la première fois que le drapeau Félaga est admis par les autorités françaises. Et effectivement, les uniformes des troupes de Bellounis, il y avait l'écusson algérien, ANPA. Et donc il y a eu, là aussi, il faut regarder à l'époque comment les autorités coloniales, et y compris militaires, ne comprenaient pas exactement ce qui se passait. Donc de ce point de vue, c'est un compromis, et non pas une compromission. C'est très clair. Il y a eu un échange des deux côtés. Bellounis en a profité pour reconstituer, y compris le MNA. Il a élargi sa base, et là on a des cartes sur la base de Bellounis, de l'ANPA. Finalement, il avait une base géographique très importante. On a la carte de Morandière. Là, il a publié la carte de l'extension considérable de l'ANPA, qui remontait jusque vers le nord, qui reconstituait des liens avec les anciens maquis MNA. Et cette situation a duré donc jusqu'au 13 mai 1958. Justement, maintenant, puisque Bellounis a, on va dire, a dit qu'il a recommencé à enfin, dans le domaine militaire ou dans le domaine politique, est-ce que Messali Hadj, il était au courant de ce qui se passe avec Bellounis? Oui, alors donc sur la question au départ, il y avait il y avait des messalistes, hein, c'était quand même, il se réclamait de Messali, hein, la NPA, Bellounis se réclamait, et en même temps, il s'est retrouvé à un moment, en devenant général, et en ayant une extension de sa zone, il est rentré un peu dans le jeu